Alors, les méthodes. Alors, on va répondre à la question suivante. On avait d'ailleurs déjà traité cette question, mais on va la revoir quand même parce qu'elle est importante. Comment déterminer le sens de variation d'une suite? Voilà, comment déterminer le sens de variation d'une suite? Eh bien, la méthode, on la connaît déjà puisqu'on en a parlé. Il suffira en fait de calculer un plus 1 moins un pour tout entier n. Voilà. Une fois qu'on a calculé ça, il faut ensuite qu'on détermine le signe du résultat obtenu, grâce aux mêmes méthodes qui permettent d'étudier le signe d'une fonction dérivée. Donc, on détermine ensuite. Les méthodes sont à savoir par cœur. On détermine ensuite le signe du résultat obtenu. Donc, bien sûr, grâce aux mêmes méthodes, alors grâce aux mêmes méthodes qui permettent d'étudier le signe d'une fonction dérivée. Voilà. Dois-je rappeler que on a déjà vu la méthode pour calculer les termes d'une suite. Donc on sait maintenant comment calculer les termes d'une suite quand elle est définie par sa forme explicite un en fonction de petit n. Ça, on l'a vu à de nombreuses reprises. On sait également comment calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence, quand le premier terme U0 par exemple est donné. Donc, tout ça on a vu. Alors, d'après le cours, pour déterminer le sens de variation du suite, donc on est bien d'accord, on a dit qu'on calcule un plus 1 moins un, et on va s'intéresser au signe de cette différence. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que si en calculant, donc en déterminant le signe de la différence un plus 1 moins un, si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, on conclut que la suite un est croissante. D'accord? On conclut que la suite un est croissante. Voilà. Et si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, eh bien, on conclut que un est décroissante.
On a fait pas mal d'exercices là-dessus, puisque cette méthode, on l'a déjà traitée, hein, bien entendu. Alors, voilà ce qu'il faut penser. Alors, on va faire tout de suite une application hein, pour voir comment ça marche. Donc, application. Déterminons le sens de variation de la suite U définie pour tout entier n par un égale moins 3n au carré plus 5. Voilà. Donc, on va voir comment solutionner cette application. Eh bien, d'après la méthode qu'on vient de décrire, il nous faut déterminer la valeur de un plus 1 moins un. Alors, commençons par ça. Déterminons la valeur de un plus 1 moins un. Et en second lieu, bien sûr, on recherchera le signe de cette différence. Donc, puis son signe. Donc, on est bien d'accord que on a un plus 1 moins un qui est égal. Alors, un plus 1, il faut écrire un avec n plus 1, donc on va remplacer n par n plus 1. Voilà. Donc, il faut toujours penser à écrire n plus 1 avec des parenthèses. Il ne faut jamais oublier, il faut toujours penser à écrire n plus 1 avec des parenthèses, puisque ça nous donnera moins 3 facteur de n plus 1, le tout au carré, plus 5. Ensuite, moins, et là on n'oublie pas de mettre des parenthèses ou des crochets. un, parce que un c'est moins 3n au carré, plus 5. Voilà. Alors, on développe tout ça. On fait attention à bien écrire nos identités remarquables. N'oublions pas que l'identité remarquable A plus B, le tout au carré, c'est le carré du premier terme, plus le double produit, plus le carré du second terme. Donc, on fait attention à bien développer. Donc, le carré du premier terme, plus le double produit, donc 2n, plus le carré du second terme, plus 5. Ensuite, on a le moins devant la parenthèse. On sait très bien qu'en supprimant la parenthèse, on va changer les signes des termes qui s'y trouvent. Donc, moins 3n sera changé en son opposé, moins 3n au carré, pardon, sera changé en son opposé, plus 3n au carré, plus 5 sera changé en son opposé, moins 5. Ensuite, il faut distribuer le moins 3. Donc, moins 3 fois n au carré, donc moins 3n au carré, moins 3 fois 2n, moins 6n, moins 3 fois 1, moins 3, donc plus 5, plus 3n au carré, moins 5. Les 5, on peut s'en séparer, bien entendu. Les 3n au carré aussi, moins 3n au carré plus 3n au carré, ça s'annule. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Moins 6n moins 3. Voilà, eh bien, il faut rechercher le signe de moins 6n moins 3. En fait, il faut penser que la suite un est définie pour n supérieur ou égal à 0. C'est comme si en fait on prend la fonction f de x égale moins 6x moins 3 pour x supérieur ou égal à 0 et qu'on recherche le signe de f
de x pour x supérieur ou égal à 0. En fait, on procède de la même façon qu'avec les fonctions. Et moins 6x moins 3, c'est une fonction affine. Et on a vu que pour chercher le signe des fonctions affines, il suffit de résoudre l'inéquation moins 6x moins 3 supérieur ou égal à 0 par exemple. Donc on se demande quand est-ce que moins 6x moins 3 est positif. On peut résoudre cette inéquation et donc ça donne moins 6x supérieur ou égal à 3. Il faut savoir que ce qui est vrai pour la fonction f, parce que les valeurs de x ici sont des valeurs réelles. D'accord? Ce sont des valeurs réelles positives. Alors que ici, petit n, ce sont des valeurs entières positives. Donc ça veut dire que ici, c'est des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, etc. Mais ici, c'est des valeurs réelles. Donc ça commence à 0, mais ça peut continuer 0,0001, 0,0002 ou 0,00... Voilà, tu vois. Donc du coup, c'est des valeurs réelles. Donc c'est pas forcément des valeurs entières. Après, bien sûr, on retrouve aussi 1 là-dedans, 2, enfin du moins on retrouve toutes les valeurs entières que l'on aura sur grand N dans les valeurs réelles positives. Donc ce qui fait que ce qui est vrai pour la fonction f sera forcément vrai pour la suite un, pour la suite qui est définie avec la variable petit n, qui est une variable qui prend des valeurs entières positives. Donc, quand on ramène cette expression à une fonction de ce type, ce qui est vrai pour la fonction sera forcément vrai pour la suite. Donc, en fait, quand on étudie la fonction, on étudie le signe de cette expression de façon beaucoup plus large. Donc, du coup, il faut après, bien sûr, diviser par moins 6 les deux membres de cette inégalité. Pensons que quand on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, le sens change. Hein, on était supérieur ici, on va devenir inférieur. Bon, c'est la règle. Donc finalement, on a x qui est inférieur ou égal à moins 1,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que moins 6x moins 3 est positif quand x est plus petit que moins 1,5. Donc ça donne le tableau de signes. Hein, donc quand x est plus petit que moins 1,5, c'est-à-dire quand on se trouve de ce côté-ci, eh bien on a moins 6x moins 3 qui est positif. Hein. Ce qui signifie que de l'autre côté, sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, moins 6x moins 3 est négatif. Hein. Bon, sauf que ceci est vrai pour toutes les valeurs réelles de l'ensemble grand R. Bon, alors, évidemment, ici, on est sur grand R, mais on avait dit qu'on se plaçait sur 0 plus l'infini. Alors, sur 0 plus l'infini, il faut tout simplement considérer que moins 1,5, 0 se trouve par ici. Bon, voilà, et que si on considère à partir de 0, ça veut dire que tout ceci est supprimé. Toute cette partie-là. Donc, en fait, le tableau de signes à partir de 0, ce serait bien celui-ci. Hein. On est tout le temps négatif, là. Donc, moins 6x moins 3 est tout le temps négatif sur 0 plus l'infini. Donc, d'après le tableau de signes, donc, on voit bien que moins 6x moins 3 est strictement négatif, hein, parce que ça ne s'annule pas. Hein. Je rappelle que c'est en moins 1,5 que moins 6x moins 3 s'annule, on l'a vu ici. Hein. Donc ça ne s'annule pas nulle part ailleurs sur 0 plus infini. Donc c'est strictement négatif. Donc on en déduit, hein, tout simplement, on en déduit que pour toute valeur entière, parce que ici on est strictement négatif pour toute valeur réelle positive. D'accord? Donc, strictement négatif, on peut le rajouter pour tout réel x. Hein. Je rappelle que ce sont des valeurs réelles. Donc, ça veut dire qu'elles
elles contiennent les valeurs entières positives, mais elles contiennent toutes les autres valeurs réelles qui ne sont pas entières. Donc si les réels positifs contiennent donc les entiers, tous les entiers positifs, ça veut dire que ce qui est vrai ici pour des valeurs réelles positives sera forcément vrai pour des valeurs entières positives. Donc du coup, on en déduit que pour toute valeur entière positive, on a bien, enfin du moins on a moins 6n, puisque cette fois-ci on change de variable, on revient à une variable à valeur entière, donc moins 6n moins 3, qui est donc strictement négatif. Donc la suite est strictement décroissante. Donc quand on dit que quand on a dit plus haut dans la méthode que on détermine ensuite le signe du résultat grâce aux mêmes méthodes qui permettent d'étudier le signe d'une fonction dérivée, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, alors, on n'avait pas forcément besoin d'appliquer tout ceci. Bon, ici, de toute évidence, le signe pouvait être donné beaucoup plus rapidement sans forcément passer par une fonction intermédiaire. Ici, évidemment, on a trouvé que la différence un plus 1 moins un est égale à moins 6n moins 3. Puisque n est supérieur ou égal à 0, on aurait pu trouver très rapidement le signe de moins 6n moins 3. Alors, on va écrire ceci comme n est supérieur ou égal à 0. D'accord? À ce moment-là, il nous faut simplement encadrer moins 6n moins 3. Et c'est possible de l'encadrer, ça. Il suffit donc de multiplier n par moins 6. D'accord? Donc ça nous fait moins 6n à gauche, 0 fois moins 6 à droite. Et quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, le sens est changé. Donc, on est bien d'accord que on a moins 6n qui est inférieur ou égal à 0, puisque 0 fois moins 6, c'est 0. Ensuite, il nous faut enlever 3, moins 3. Donc, on ajoute moins 3. Le fait d'ajouter aux deux membres d'une inégalité le même nombre, que ce nombre soit positif ou négatif, ça ne change pas le sens, ça on le sait. Donc, du coup, on va ajouter à moins 6n et à 0 le nombre négatif moins 3. Le sens n'est pas changé. Et on obtient moins 6n moins 3 inférieur ou égal à moins 3. Sauf que moins 3 est un nombre strictement négatif. Donc, on est bien d'accord que moins 6n moins 3 est strictement négatif. Donc, on arrive en fait à la même conclusion que celle qu'on avait ici. Sauf que, par cette méthode, on est passé par la fonction f définie sur les réels positifs. C'est une possibilité qu'il faut, qui est bien sûr envisageable. Mais on peut s'en passer dans certains cas. Donc du coup, ici, on a donc moins 6n moins 3 qui est strictement négatif pour tout n appartenant à grand N. On en déduit que la suite un est strictement décroissante. Donc voilà pour la méthode ici, pour comment déterminer le sens de variation d'une suite. Donc voilà comment il faut s'y prendre. C'est une question qui est très posée, qui est beaucoup posée lors des contrôles, le jour du bac. Donc il faut absolument bien savoir traiter cette question-là. Alors on en déduit que la suite un est strictement décroissante. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Oui.
j'ai compris. Mais je me demande si, Oui. si de faire ce qu'on vient de faire en bleu, c'est plus court. Est-ce que c'est plus efficace? Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait ici. D'accord. Voilà. C'est la suite logique, parce que c'est hyper facile d'aller comme ça. D'accord? Bon, maintenant, il est possible d'aller comme ça. Voilà, c'est une autre possibilité. C'est un peu plus long, mais bon, de façon générale, il vaut mieux quand l'expression qu'on trouve à l'arrivée n'est pas très compliquée. D'accord? Ici, on a une expression qui n'est pas très compliquée. Il vaut mieux aller de cette façon-là. Ok? D'accord. Après, on a des expressions qui peuvent être beaucoup plus compliquées. Parce que, imaginons par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons par exemple qu'on trouve à l'arrivée, par exemple, euh, 4x, 4n au cube, d'accord? Mhm. Moins 2n au carré, plus 3. Bah, il vaut mieux passer par cette méthode. Parce que, à ce moment-là, on passera par la fonction, par exemple, g de x, qui a pour expression 4x au cube moins 2x au carré plus 3, sachant que n appartient à grand N, la fonction f sera définie sur les réels, la fonction g sera définie sur les réels positifs, et à ce moment-là, de toute évidence, pour trouver le signe de g, c'est beaucoup plus simple de passer comme ça parce que nous, on a la possibilité de calculer ce qu'on appelle la fonction dérivée. Oui. Et donc, la possibilité de faire un tableau de variation. Et l'avantage avec le tableau de variation, c'est que ça nous donne le signe de la fonction g. C'est ça le truc. Donc, si on veut appliquer, si on avait trouvé quelque chose de beaucoup plus complexe, une fonction polynôme par exemple du troisième degré, bah, c'est beaucoup plus compliqué de tenter un encadrement de cette fonction polynôme, alors que une fonction du type de la forme x plus b, c'est beaucoup plus facile de traiter son signe, hein, de l'encadrer sans problème, mais c'est quand même beaucoup moins évident de chercher à encadrer 4n au cube moins 2n au carré plus 3. Donc à ce moment-là, il vaut mieux passer par la deuxième piste. Parce que quand on calculera la fonction dérivée, je rappelle que les fonctions polynômes sont dérivables sur R, donc on peut calculer g' de x. Donc si je calcule ici g' de x, je vais avoir 4 fois 3x au carré, n'est-ce pas? La dérivée de 4x au cube, c'est 4 fois 3x au carré, moins la dérivée de 2 fois moins 2 fois la dérivée de x au carré, donc moins 2 fois 2x, plus 0. Donc je me retrouve avec g' de x, fonction dérivée, qui est égale à 12x au carré moins 4x. Et je peux factoriser, par 4x, puisque 4 est un multiple de 12. Hein. Donc, ou plutôt 12 est un multiple de 4. 12 est dans la table de 4, donc on va écrire que 4x, on va mettre 4x en facteur de 3x, hein, puisque ça nous redonne 12x carré moins 1. Bon, et là, c'est quand même beaucoup plus simple quand on passe par la fonction dérivée pour aller chercher le signe de g de x, puisqu'après, il faut rechercher le signe de g', d'accord? Il faut rechercher le signe de g' de x. Bah, déjà, 4x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0 si et seulement si 3x est supérieur ou égal à 1, donc si et seulement si x est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc ça nous donne le tableau de signes suivant. Donc on place ici, alors on se place sur l'intervalle 0 plus l'infini, dans lequel on va placer, donc on a 0 et il faut placer un tiers. Donc on place 4x ici, ensuite 3x moins 1, ensuite la fonction dérivée, qui est le produit des deux fonctions là. Donc après ici, on peut mettre ici les variations de g. Donc c'est quand même, la deuxième méthode elle est très efficace
quand on obtient des expressions beaucoup plus compliquées pour lesquelles trouver immédiatement le signe par la méthode qu'on a appliquée là à gauche est beaucoup moins simple. Donc à ce moment-là, la fonction dérivée, c'est la méthode qui ne discute pas, qui va chercher le signe sans discuter. Donc du coup, ici on sait que c'est positif, 4x s'annule en 0, 1 tiers s'annule en 3x moins 1 s'annule en 1 tiers, le coefficient directeur ici est positif, on est positif à droite. De toute façon, on avait dit que 3x moins 1 est positif quand x est plus grand qu'un tiers, donc ça correspond au signe qu'on est en train d'écrire. Le produit des signes ici est négatif, ici c'est positif. G' s'annule en 3x moins 1. Les variations de G sont des variations décroissantes, strictement décroissantes et croissantes. Ma foi, il n'y a plus qu'à calculer G de 0, G de 1 tiers et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction G. Ça donnera le signe de la fonction G. Donc, alors, si on calcule G de 0, il suffit de remonter à la fonction G, 4x au cube, moins 2x au carré plus 3. Donc, on reprend la fonction G qui est égale à 4x au cube, moins 2x au carré plus 3. Alors, G de 0, c'est égal à 3, on est bien d'accord. G de 0 est égal à 3. G de 1 tiers, il faut calculer. G de 1 tiers, on va remplacer x par 1 tiers. Donc, ça nous fait 4 fois 1 tiers au cube, moins 2 fois 1 tiers au carré, plus 3. Donc, G de 1 tiers, ça va être égal à 4 fois 1 27e, d'accord, moins 2 fois 1 neuvième, plus 3. Bon, alors il faut aller jusqu'au bout. Ça nous fait 4 27e moins 2 neuvième plus 3 sur 1. On va tout mettre sur 27, on multipliera ici par 3, donc on réduit au même dénominateur. Et tout sur 27, ça fait G de 1 tiers égale 4 27e moins 2 fois 3, 6 27e, plus 3 fois 27, je crois que ça doit faire 81 normalement. Calcul mental, 81 27e. G de 1 tiers égale, alors on va tout mettre sur 27, 4 moins 6 c'est égal à moins 2, moins 2 plus 81, ça fait 79, d'accord? Donc on a ici 79 27e, donc c'est positif, d'accord? Oui. Et il reste à trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g. Je rappelle que la fonction g est une fonction polynôme et qu'on a une propriété qui nous dit qu'à l'infini, la limite d'une fonction polynôme, d'ailleurs tu connais cette propriété normalement, est-ce que vous avez travaillé les limites un tout petit peu? Oui. Voilà, donc tu dois savoir qu'à l'infini, la limite d'une fonction polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Bon, le terme de plus haut degré ici c'est 4x au cube, donc on est bien d'accord que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g, c'est égal, se réduit à la limite de son monôme de plus haut degré. Et puisque x au cube tend vers plus l'infini, le produit a pour limite plus l'infini. Bon, donc du coup, on sait qu'ici c'est plus l'infini. Terminé. Alors maintenant, on peut discuter. Il suffit de regarder, on peut discuter du signe de g, parce que je rappelle que c'est le signe de g qui nous intéresse. Eh bien, d'après les variations de la fonction g, on voit bien que la fonction g est toujours positive, ça se voit ici, puisqu'elle est encadrée par deux valeurs positives, 79 27e et 3, sur l'intervalle 1, 0, 0, 1 tiers. Et en plus, sur l'intervalle 1 tiers... Ça va, bébé? Elle a perdu la connexion, elle va rappeler. Ah! Alors, bon, c'est reparti. Donc, je te remets le tableau, j'imagine que tu as perdu la connexion. Voilà.
Et donc je disais que sur l'intervalle 0, 1 tiers, on constate que la fonction f est toujours positive. Puisqu'en vérité, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ici? On pourrait écrire ici pour donner le signe de g. Et on va voir à quel point c'est intéressant de passer par la fonction dérivée, puisque du coup, ça va nous permettre de trouver le sens de variation de la suite. Donc, d'après le tableau de variation, d'accord? D'après le tableau de variation, eh bien, on peut écrire que g de x, d'accord, est strictement encadré par 79 27e et 3, bien entendu, sur l'intervalle, enfin du moins pour taux réel x, pour taux réel x appartenant à 0, 1 tiers, d'accord? Ce qui permet d'affirmer que g de x est strictement positif sur cet intervalle, puisqu'encadré par deux valeurs strictement positives. Par ailleurs, g de x est strictement plus grand que 79 27e pour taux réel x appartenant à l'intervalle ouvert 1 tiers plus l'infini, d'après le tableau de variation toujours. Donc, on en déduit évidemment que g de x, là aussi, est strictement positif sur cet intervalle. Finalement, on est bien d'accord que on a la fonction g qui est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la suite un, voilà, la suite un définie pour tout entier n par un égale 4n au cube moins 2n au carré plus 3, eh bien, on est d'accord qu'elle est strictement positive. D'accord? Donc, enfin, c'est pas la suite un, hein, donc, c'est pas tout à fait la suite un, c'est un plus 1 moins un, c'est ça qu'on avait. Hein. Donc, un plus 1, la différence un plus 1 moins un définie pour tout entier n par 4n au cube moins 2n au carré plus 3, eh bien cette différence, grâce au signe de g, on sait maintenant qu'elle est strictement positive. Donc, la suite en question est strictement croissante. Est-ce que c'est compris là? Tu as compris? Tu m'entends? Oui, là c'est bon. C'est bon, c'est compris? Oui. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Donc, quand tu me dis, oui, mais est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aller chercher le signe à partir de ce qu'on a fait à gauche, ou est-ce qu'il faut le chercher à partir de ce qu'on a fait à droite? Ça dépend de ce que tu obtiens. Donc, si tu obtiens une fonction qui est donc le signe est facile à traiter par la méthode de gauche, c'est-à-dire celle-ci, alors on y va. Parce que de toutes les façons, notre intérêt, c'est de ne pas passer trop de temps à calculer, à traiter une question. Donc, on recherche toujours la méthode la plus rapide, mais tout en restant efficace, bien entendu. Donc, si maintenant on tombe sur une expression, parce que c'est possible,
Si on tombe sur une expression qui est beaucoup plus compliquée, je ne vois pas comment on va aller chercher le signe de 4n au cube moins 2n au carré plus 3 en appliquant la même méthode que celle qu'on a appliquée à gauche. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça comme ça. Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, passer par une fonction intermédiaire, sachant qu'on maîtrise le calcul des dérivés. On maîtrise ça depuis la classe de première S. Donc, c'est très facile pour nous d'étudier les variations d'une fonction. Alors, quand une fonction est compliquée, eh bien, on la passe en mode, on la dérive. Comme ça, la dérivée démonte tout. Il faut savoir que la dérivée, c'est l'une des méthodes les plus puissantes. Donc, la dérivée démonte tout. Donc, à partir de là, si la fonction est compliquée, eh bien, tu la dérives. Tu la dérives, tu fais son tableau de variation et tu verras ce qui se passe. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette méthode. Alors, on va poursuivre. Alors, on est toujours sur cette méthode sur le sens de variation qui, comme je le disais, est une question très importante du bac et dans ce chapitre précisément. Alors, on va faire une deuxième application. D'accord ? Alors, déterminons. Le sens de variation. Il faut penser qu'il est toujours possible, à l'aide d'un tableau du calcul de la fonction dérivée, il est quasiment toujours possible de trouver le signe d'une fonction. Et même si la fonction dérivée ne donne pas le signe, on peut calculer la dérivée de la dérivée. Ah oui, donc si on calcule la dérivée de la dérivée, on va trouver le signe, parce que de toutes les façons, la dérivée démonte quasiment tout. Donc il faut absolument utiliser cette méthode qui est extrêmement puissante. Donc, si ça ne va pas, on passe par la dérivée. Comme ça, au moins, on est sûr que on va atteindre ce qu'on veut atteindre. Alors, déterminer le sens de variation de la suite suivante. Alors, cette suite, c'est un égale 5n moins 2 divisé par n plus 1. Pour tout entier n, donc pour tout n appartenant, pour tout entier n, donc pour tout n appartenant à grand N. Voilà, on recherche le sens de variation de cette suite. Alors, on peut, bien sûr, on a vu dans la méthode qu'il suffira de calculer la différence un plus 1 moins un, ça on l'a bien compris, et qu'il faudra ensuite qu'on étudie le signe de cette différence pour pouvoir donner les variations de cette suite. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on calcule la différence un plus 1 moins un. D'accord. Alors, un plus 1 moins un. Alors, on peut dire on calcule la différence un plus 1 moins un, puis alors, je vais un peu changer, je vais un peu modifier ma phrase. On va dire calculons la différence un plus 1 moins un, puis étudions le signe de cette différence. Voilà. On est bien d'accord que c'est ça la méthode. Donc, un plus 1 moins un est égal. Alors, pour un plus 1,
c'est donc 5 facteurs de n plus 1 moins 2 divisé par n plus 1 plus 1. Moins un qui est donc 5n moins 2 divisé par n plus 1. Donc, on essaye d'arranger tout ça, on développe, ça fait 5n. 5 fois n, 5n, plus 5 fois 1, 5, moins 2. Tout ça divisé par n plus 1 plus 1, donc n plus 2, moins 5n moins 2 divisé par n plus 1. On va ici, bien sûr, réduire au même dénominateur. Donc, évidemment, on va mettre... Alors, ici, on est bien d'accord que 5 moins 2, ça fait 3, donc on va écrire plus 3. Comme ça, c'est fait. Donc, on réduit au même dénominateur. Donc, ici, on mettra en facteur de n plus 1. Pareil pour ici, d'ailleurs. Ici, on mettra en facteur de n plus 2. Et là aussi. Voilà. Donc, on a le dénominateur commun qui est donc n plus 1 facteur de n plus 2. Ensuite, on va développer le numérateur. Puisqu'on ne peut pas le factoriser, on va le développer. Donc, on développe 5n fois n, ça nous fait 5n au carré. Puis 5n fois 1, 5n. 3 fois n, 3n. Et 3 fois 1, 3. Le moins qui est ici, il faut faire attention parce qu'il va changer les signes. Donc, on met le moins, on ouvre les parenthèses. Hein, faut faire attention. Donc, 5n fois n, 5n au carré. 5n fois 2, 10n. Moins 2 fois n, moins 2n. Et puis, moins 2 fois 2, moins 4. Voilà. On continue. Alors, on continue. Ça nous donne... Donc, toujours n plus 1 facteur de n plus 2 ici. Alors, on obtient 5n au carré. Plus, alors ici, 5n plus 3n, c'est 8n. Donc ici, ces deux-là. Plus 3. On change les signes. Donc, moins 5n au carré. Hein, 5n au carré changé en son opposé, moins 5n au carré. Ici, on a 10n moins 2n, ça fait 8n. Et donc, si on applique le moins, ça fait donc moins 8n. Et puis, moins 4 est changé en son opposé, plus 4. Donc, on conviendra que les n au carré s'éliminent. Pareil pour les n. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, on obtient, en effet, 3 plus 4 qui est égal à 7, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Il faut maintenant rechercher le signe de ce qu'on a trouvé. Alors, puisque n est supérieur ou égal à 0, hein, puisqu'on a dit dans l'énoncé, il est dit que n appartient à grand N, ce qui signifie que n est supérieur ou égal à 0. Donc, puisque n est supérieur ou égal à 0, on est bien d'accord que n plus 2 est strictement positif. Donc, si j'ajoute 2 ici, hein, aux deux membres de cette inégalité, j'obtiens n plus 2 à gauche, 0 plus 2 à droite. Ajouter le même nombre aux deux membres d'une inégalité, ça ne change pas le sens. Donc j'obtiens bien que n plus 2 est supérieur ou égal à 2. Autrement dit, n plus 2 est strictement positif. D'autre part, pour les mêmes raisons, on a n plus 1 qui est strictement positif également. D'accord? Donc, du coup, mon produit n plus 2 facteur de n plus 1 est strictement positif. Bon, déjà, je sais que mon dénominateur est strictement positif. Or, il se trouve que 7 est strictement positif. D'accord? 7 est strictement positif. 7 étant strictement positif, on en déduit
en déduit bien sûr pour tout entier n que la différence un plus 1 moins un qui correspond justement à ce quotient qu'on a trouvé, eh bien cette différence est strictement positive. La conséquence, c'est que la suite un est strictement croissante. Est-ce que ça, c'est compris? Tu m'entends? Oui. Et pendant 5 minutes, enfin, pendant quelques secondes, je vous ai pas entendu. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Très bien. On considère la suite U définie par son premier terme U0 qui est égal à 2 et par la relation de récurrence suivante, un plus 1 en fonction de un n appartient à grand N. On suppose que la suite un est supérieure ou égale à 1 pour tout entier n. Déterminons le sens de variation de U. Voilà. Donc on va solutionner cette question. Donc évidemment, la méthode ne change pas, on calcule la différence un plus 1 moins un et on en détermine le signe. La méthode ne change pas de ce côté-là. Donc, du coup, on va avoir donc cette différence, en effet, un plus 1 moins un, qui est égale. Alors, un plus 1, c'est 3 un plus 2 divisé par un plus 4. Et donc, du coup, bah, moins un. OK? Oui. On va réduire au même dénominateur. Ici, on va écrire un sur 1 et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par un plus 4. Voilà. Donc, du coup, le dénominateur commun, c'est un plus 4. On a donc 3 un plus 2. D'accord? Donc, un fois un, ça fait un au carré, donc moins un au carré, avec le moins devant. Un fois 4, 4 un, donc ça va faire moins 4 un. Ce qui nous donne... Ce qui va nous donner, donc, moins un au carré. 3 un moins 4 un, ça fait moins un. Plus 2. OK? Donc, oui. Voici ce qu'on trouve pour cette différence. Dans l'énoncé, il nous est dit que un est supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est une donnée importante. On va s'en servir.
Donc, comme UN est supérieur ou égal à 1, bah, ça veut dire que si j'ajoute 4, hein, pour encadrer UN plus 4, si j'ajoute 4 aux deux membres de cette inégalité, je vais avoir 4 qu'on va ajouter à UN, que je vais ajouter à UN, et je vais avoir 4 que je vais ajouter à 1. D'accord? Donc je vais avoir UN plus 4 qui va être supérieur ou égal à 1 plus 4, c'est-à-dire UN plus 4 supérieur ou égal à 5. Sauf que 5 est strictement positif. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc, la différence, est-ce qu'on est d'accord que la différence, puisqu'en fait ici, ce qu'on a ici, ça correspond à UN plus 1 moins UN. Hein? Donc, est-ce qu'on est d'accord que UN plus 1 moins UN est du signe du numérateur? Oui. Puisque le dénominateur est positif. Hein? D'accord? Oui. Ça, on va l'écrire. Donc, UN plus 1 moins UN est du signe du numérateur moins UN au carré moins UN plus 2. Sauf que moins UN au carré moins UN plus 2 est un trinôme du second degré. Alors, sinon, par exemple, si l'on pose que x est égal à UN, d'accord, ça nous fait penser au trinôme moins x au carré moins x plus 2. D'accord? Oui. Donc, et on sait comment déterminer le signe d'un trinôme. D'accord? On sait comment déterminer le signe d'un trinôme, sachant que UN est supérieur ou égal à 1, bah, x sera supérieur, on va étudier le signe de ce trinôme pour x supérieur ou égal à 1. Est-ce que tu comprends là? Oui. Voilà, donc ici on va l'écrire. Donc, ceci est un trinôme. Du second degré dont il nous faut rechercher les racines. Donc allons rechercher les racines du trinôme moins x carré moins x plus 2. D'accord? Alors, évidemment, il nous faut calculer le discriminant delta. B au carré moins 4ac. Alors, B c'est moins 1. A c'est moins 1. Et C c'est 2. Donc, on obtient 1 plus 8. Delta est égal à 9. Delta est positif. Donc, le trinôme a deux racines. Le trinôme a deux racines. D'accord? Il a deux racines réelles distinctes. C'est ce qu'on a vu en classe de première S. Que l'on va noter x1 et x2. D'accord? Tel que deux racines réelles distinctes x1 et x2 telles que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a,
Alors, moins b, c'est égal à 1, moins racine de delta, c'est moins 3. Sur 2a, donc 2a, c'est 2 fois moins 1, moins 2. Donc, on obtient moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 2, c'est égal à 1. Et la deuxième racine, x2, qui est égale alors moins b plus racine de delta sur 2a. Ça fait moins 2. Ça fait moins 2, tout à fait. Voilà nos deux racines. Donc, moins 2 et 1. Donc, du coup, on en déduit le tableau de signes. Hein, puisque à partir des racines, on sait qu'à l'intérieur des racines, un trinôme, quand delta est positif, hein, à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins a. Donc, entre moins 2 et 1, le trinôme est du signe de moins a. Et à l'extérieur des racines, il est du signe de a. Donc, on va pouvoir en déduire le tableau de signes du trinôme